Ça vient de partir là. Je ne sais pas si tu en es conscient, mais on s'est déjà croisés en personne à 2 ou 3 reprises dans des Ah endroits. ouais? Ah, est-ce que. Non, hein, je savais que ça allait rien dire, j'étais pas mal sûr. La première chose, c'était venu à l'UQTR donner une conférence pour Philippe Fay sur. Ouais, Tu avais parlé beaucoup du stress mécanique. Tu avais un peu abordé tout ce qui était philosophie minimaliste ouais. en chose, mais c'était beaucoup, beaucoup sur le stress mécanique. Puis j'étais allé le voir après ta conférence pour te dire que c'était vraiment, vraiment sharp et que j'avais vraiment, vraiment aimé ça. Ça, c'est Cool. la première fois. C'était vraiment très bon, cette conférence-là. D'ailleurs, j'en profite pour leur dire. La deuxième fois, on était dans un événement de course. Je me rappelle pas quelle course exactement qu'on était. Tu étais sur le côté, je pense que tu étais à un stand ou à côté du stand de la clinique du coureur. Je me rappelle que vous aviez des espèces de lunettes de soleil blanches. Ouais. Puis à Stampé. côté. Ouais, c'est ça. Puis à côté, il y avait un stand de bouffe. Puis la seule chose qui m'empêchait de me rendre au stand de bouffe, c'était toi. J'étais comme, t'étais à côté. Puis là, c'est comme c'est Blaise Dubois. Je peux pas juste le contourner puis venir comme ça. Fait que j'ai attendu, je pense, 5 ou 10 minutes que tu changes de place avant d'aller me chercher de la bouffe, qui était de mémoire Chronobar qui faisait les dégustations. Fait que ça, c'est la deuxième fois qu'on s'est vu. Fait que je trouvais Bon. ça quand même parfait comme façon d'ouvrir ça. Fait que bienvenue à la Confrérie de métal. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec quelqu'un sur le podcast qui a été sur la liste pendant des années. Je t'ai écrit, j'avais un autre podcast il y a 3 ans, 2 ans et demi maintenant. J'avais un autre podcast, je t'avais écrit pour être sur la liste, ça avait comme pas trop marché. C'était une entrevue qui est 2 ans et demi in the making. Fait que j'ai l'immense plaisir d'être là avec Blaise Dubois. Blaise, bienvenue. Merci beaucoup de prendre le temps. C'est vraiment, vraiment apprécié. Merci Alexandre, c'est cool d'être dans ton podcast. Physiothérapeute, la clinique du coureur. Tu t'es développé une énorme expertise dans les dernières années, particulièrement en termes de coureur, évidemment, là, la clinique du coureur avec toutes ces affaires-là, puis aussi beaucoup ce qui est en lien avec la chaussure minimaliste. Au début, ce qui était très intéressant, parce que quand tu as commencé, c'était un clash phénoménal avec l'industrie puis avec ce qui se passait de ça. Fait que ça, c'était quand même vraiment intéressant que tu amènes une philosophie 100% différente là-dedans. Là. Ouais. En fait, il y a même plusieurs personnes qui me rapportent actuellement que je me suis adouci, que mon discours est plus soft, que en fin Ah de ouais? compte, oui, il y en a plein qui disent ça, puis pourtant, j'ai vraiment pas l'impression. Et ce qui est intéressant avec les présentations qu'on fait et le contenu, c'est qu'il y a des vidéos qui ont été faites. Le tout premier débat CAMAG qui a été fait au Québec, en fin de compte, le tout premier débat, parce que j'ai fait une dizaine de débats à travers le monde sur la chaussure, sur différentes choses. Le débat CAMAG, d'après moi, date de 2010. Là. Ça fait plus de 10 Ok. ans. Là. Ah ouais. Et ça fait une dizaine d'années au moins. Là, puis, et le discours était à peu près le même. C'est-à-dire que dans le temps, ça clashait. C'était une surprise finalement qu'on parle de la chaussure maximaliste comme étant inappropriée pour la majorité des coureurs. Et maintenant, ben, quand on entend Blaise Dubois parler de minimaliste, maximaliste et de bonnes pratiques, ben, ça choque beaucoup moins parce qu'on est habitué un peu au discours, on est habitué aussi à la terminologie qui vient avec. Ouais. Et effectivement, tout le monde sait c'est quoi maintenant une chaussure plutôt minimaliste. Tu sais, je me Donc, rappelle. Ouais, vas-y, j'ai pas excuse. l'impression de m'être adouci ou quoi que ce soit. J'ai Ouais. l'impression que le discours s'est raffiné par la science, ça c'est une chose, mais j'ai l'impression même que la clarté que la science nous amène décrit encore mieux la bêtise dans laquelle on est actuellement sur la prescription des chaussures et sur la vente de chaussures. Ah, intéressant. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu veux Ah, dire ben, par ça? quand je parle de bêtises, je parle en fin de compte du système structuré entre les marques et les magasins, en fin de compte, qui font en sorte que 95% des coureurs ont des chaussures maximalistes inappropriées par rapport à ce qu'on devrait avoir dans les pieds dans un objectif de prévention de blessures ou souvent thérapeutique. Donc, en fait, c'est que le coureur lambda qui se présente dans une boutique, qui cherche à acheter une chaussure, va être presque systématiquement mal orienté par rapport à ce qui devrait se faire au niveau de l'achat d'une chaussure. OK. Pourquoi tu penses qu'il est mal orienté? Ou c'est quoi, vers quoi il est orienté, puis en quoi c'est un problème? Ben, en fait, compte, il est orienté vers des chaussures maximalistes qui ont des talons surélevés, qui sont amortissantes, qui ont une certaine rigidité, qui ont un certain poids, qui ont des technologies pour contrôler la pronation. Toutes ces caractéristiques-là forment la chaussure actuelle, la chaussure moderne, la chaussure qu'on appelle traditionnelle ou maximaliste. Et cette chaussure-là, en fin de compte, a plein de technologies qui sont vendues à haut prix et qui n'ont pas de sens d'un point de vue prévention des blessures ou autre. OK. Et en fin de compte, le coureur rentre dans une boutique et on lui offre 3-4 paires de chaussures qui sont toutes des chaussures maximalistes et il va rentrer chez lui avec la chaussure dans laquelle il a été le plus confortable ou mieux que ça encore, il va avoir choisi celle que la couleur lui plaît le plus. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais en fin de compte, on va lui vendre ces chaussures-là
en lui disant c'est une chaussure normale, c'est une chaussure qui prévient les blessures, c'est une chaussure qui contrôle ta pronation, qui amortit les chocs, donc réduit le stress sur le squelette, donc réduit les blessures. Et finalement, l'ensemble de toute cette ce véhicule qui est fait, c'est de la bullshit. Ouais. Je me rappelle, tu arrivais avec. Je ne pourrais pas te donner une année sur la conférence à l'UQTR, mais ça doit faire facilement un 6-7 ans de ça. Là. Ça fait plusieurs années déjà. Puis à l'époque, moi, j'avais déjà commencé à faire une semi-transition vers. J'étais beaucoup plus dans l'endurance dans ce temps-là. Je ne suis absolument pas en ce moment. Mais j'étais beaucoup dans la course en ce moment, dans ce temps-là. Puis moi, je courais en Nike Free, qui n'était pas minimaliste, mais qui s'approchait limite, mettons, dans ce temps-là. C'était vraiment Ça a été une révélation pour moi. C'était super confortable, ces souliers-là. Puis je me rappelle qu'il n'y en avait juste pas. Comme des fois, il y avait un modèle, c'était chanceux. Des fois, il y avait ta grandeur ou pas. Mais comme tu dis, à l'époque, t'arrivais avec quelque chose de vraiment choquant là, parce que c'était ça la norme. Puis je trouve ça intéressant de t'entendre dire ça parce que j'aurais pas pensé que c'était encore ça la norme. Fait que là, je trouve ça quand même intéressant que tu arrives avec ça. Là. En fait, depuis 6-7 ans, en fin de compte, il y a eu une vague de tendances minimalistes qui a pris les parts de marché pour monter presque jusqu'à 15% du marché. Reste que quand tu as des chaussures plus minimalistes qui prennent 15% du marché, il faut savoir que 85% du reste du marché, c'est des chaussures maximalistes traditionnelles. Ouais. Et cette tendance au minimalisme, en fin de compte, s'est atténuée par la suite et a relaissé place à la chaussure traditionnelle maximaliste. Et maintenant, grossièrement, c'est à peu près 90 à 95%, dépendamment de quel marché. Bon, bien évidemment, la ville de Québec, on est un peu particulier. Il y a beaucoup moins de chaussures maximalistes qui se vendent. Il y a beaucoup plus de chaussures intermédiaires. Mais si tu vas partout dans le monde, les standards de l'industrie actuellement ont des indices minimalistes de 10 à 20%. Ça veut dire des chaussures maximalistes. Et je nomme, par exemple, la Brooks Adrénaline, Glycérine, Addict, Nimbus, Cumulus, qui sont des chaussures traditionnelles maximalistes, qui sont les plus gros vendeurs au monde, qu'on soit en Europe, aux États-Unis, en Australie, au Québec. OK. Puis tu as parlé beaucoup, puis c'est intéressant parce que c'est sûr que dans l'inconscient collectif, puis là, tu vas pouvoir tomber un peu plus, je pense, dans les erreurs qui sont faites à ce niveau-là, parce que dans l'inconscient collectif, tu achètes une chaussure qui va te dire, ou que le vendeur va te dire, ça corrige ta pronation quand tu cours, tu as une semelle amortissante, ça fait sexy, ça fait intéressant. Fait que c'est quoi un peu le problème avec ces technologies-là? En quoi c'est pas validé, mettons? Je serais curieux de savoir ça. En fait, il y a des études qui ont essayé de regarder dans quelle mesure, alors pour refaire une histoire dès le début, OK? La pronation, qui est le pied qui s'écrase quand on court, à la mise en charge, donc le pied qui verse vers l'intérieur. Cette fameuse pronation a été décriée depuis des dizaines d'années par les professionnels de la santé. On a pensé, les scientifiques et les professionnels de la santé, que cette pronation était la cause de plusieurs pathologies. Là, les études, en fin de compte, qui ont été faites prospectives, où on a pris des groupes de personnes, on les a suivis pendant 1 an, 2 ans, et on a regardé si ceux qui faisaient plus de pronation développaient plus de pathologies. On constate au final que la pronation n'est pas la cause des pathologies. Première chose. Okay. Donc, on avait un bouc émissaire. C'est comme great. Ouais, c'est ça. On avait un bouc émissaire qui était la pronation. Et on a sauté dessus pendant des années pour faire des chaussures, des orthèses, des choses qui contraient cette pronation qui était le problème. Maintenant, on sait que la pronation n'est pas un problème. Ouais. Première chose. Là, après ça, on a des chaussures qui ont des structures antipronatrices. En fin de compte, qui vont essayer de réduire la pronation avec des supports d'arche, des coupoles calcanéennes rigides. Ça, c'est l'arrière de la chaussure qui est raide. Tu regardes la semelle, puis à l'intérieur, c'est plus dur qu'à l'extérieur. C'est parce que la semelle est plus ferme pour empêcher le pied de s'écraser vers l'intérieur. Alors là, il y a des études qui essayent de vérifier si ces antipronateurs et tous ces systèmes de contrôle de la pronation contrôlent la pronation. Et ce qu'on constate finalement, c'est que les antipronateurs ne changent absolument rien à la pronation. Le pied à l'intérieur de la chaussure fait bien ce qu'il veut, il fait la même affaire qu'à l'extérieur de la chaussure. Les antipronateurs peuvent avoir un certain rôle à jouer quand la chaussure elle est très molle, très grosse, parce que sur une chaussure très, très molle, on augmente le degré de pronation naturelle de la personne parce qu'on est sur un tapis tout mou. Et les densités de foam qui empêchent le pied de trop écraser sont en fin de compte une pilule pour les problèmes secondaires de l'autre pilule. On a mis tellement de pronation d'amorti dans la chaussure qu'on a besoin de contrôler le pied pour pas qu'il parte de tous les sens. Avec les antipronateurs, à la base, ça ne marche pas super bien. Première affaire. Deuxième chose. La troisième chose, c'est que là, on a des études où on a dit, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on fait dans toutes les boutiques de course. On va prendre tous les pieds plats et les pieds pronateurs, on va leur donner des antipronateurs.
Puis les pieds qui sont creux ou les pieds qui sont supinateurs, c'est-à-dire qui restent plus sur l'extérieur plutôt que de verser vers l'intérieur, on va leur donner des chaussures neutres, des chaussures qui n'ont pas tous ces systèmes de contrôle de la pronation. Et pour un autre groupe, on a fait une étude, par exemple, sur 7000 militaires. La moitié du groupe y était assigné à la bonne chaussure et l'autre moitié, on leur donnait tous la même chaussure. Différence, on les a suivis pendant un certain temps, aucune différence entre les deux. Les antipronateurs ne fonctionnent pas pour prévenir les blessures. Ouais. Après ça, on a vérifié si ça améliorait la performance. Ça ne marche pas. Il y a plein de choses qui ont été étudiées par rapport à tous ces systèmes de contrôle de la pronation. Bref, on a une technologie qui ne fonctionne pas, qui ne corrige pas quelque chose qui n'est pas un problème, et en plus de ça, qui ne prévient pas les blessures avec des études bien faites. Et l'industrie continue de promouvoir les antipronateurs et les technologies de toutes sortes aux coureurs qui, eux, se disent « Oh là là, je suis pronateur, j'ai besoin d'un antipronateur, j'ai besoin de telle chaussure » et qui vont aller payer très, très cher pour une chaussure dans une boutique spécialisée pour avoir une technologie qui ne fonctionne pas. Donc, si tu me poses la question, c'est quoi qui ne va pas avec les antipronateurs? Je vais juste te dire, c'est de la bullshit, il faut qu'on s'éduque un peu plus puis qu'on arrête de croire à toutes ces bêtises. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment un problème d'avoir un antipronateur dans la chaussure? Peut-être pas tant que ça. Le problème, c'est que les antipronateurs, ça sert juste à rien du tout. Ouais. Puis c'est intéressant parce que ça, on pourrait faire cette métaphore-là. N'importe qui a une grosse expertise dans un domaine précis va souvent amener cette thématique-là, cette erreur commune-là qui est faite dans toutes les affaires ou presque. Si on va tomber dans les catégories d'études, ces affaires-là, on va trouver un prédicteur ou un marqueur d'une quelconque manière qui corrélait à un risque de blessure. Fait que dans le cas de la course, ça serait la pronation excessive, mettons. On sait que ça pourrait avoir un certain impact dans... Admettons, il y a probablement une certaine corrélation jusqu'à un certain point. Là. J'imagine que si ta pronation est vraiment excessive, tu vas avoir ton risque de blessure va augmenter de quelconque manière, right? Fait que souvent, c'est des études prédictives qui vont partir d'un marqueur, qui vont isoler tout ce qui a une affaire très précise. Fait que là, c'est plus une réalité, c'est juste une chose précise. Puis après ça, ils regardent s'il y a un effet. Mais on a tellement dénaturé la chose qu'on se ramasse à quelque chose qui ne veut plus rien dire dans le contexte global. T'sais. On a vu cette erreur-là dans la science avec des chiers d'affaires. Là. C'est la pronation, le média mainstream repart avec ça. On l'a vu avec le cholestérol, on l'a vu avec la flexibilité, on l'a vu avec les glucides, on l'a vu avec tellement d'affaires où est-ce que le monde arrivait sur ça, c'est le problème, c'est le fardeau, c'est le truc du siècle. Puis on se ramasse à développer des solutions pour des choses. En fait, on ne sait pas trop si c'est exactement ça le problème. Puis c'est des trucs qui restent dans l'industrie pendant des dizaines d'années. Fait que je trouve ça malade que tu arrives avec ça comme off the bat de même. Là. Et je rajouterais même qu'il y a beaucoup de sujets en sciences médicales, en physiothérapie, où on a fait beaucoup d'études, où on a fait des corrélations plutôt des effets de causalité. Fait que, tu sais, une corrélation, là, c'est assez facile à faire. Tu prends une étude, là, puis tu dis, est-ce que ceux qui ont, exemple, mal au genou, ils ont plus de pronation? Puis là, tu t'évalues plein de gens qui ont mal au genou, puis tu regardes c'est quoi le degré de pronation, admettons, du pied, puis tu dis, ah, ben ceux qui ont mal au genou, ils ont plus de pronation que ceux qui n'ont pas mal au genou. Et là, on est dans un effet de corrélation. Fait que là, on se dit, ah, ben la pronation doit causer les problèmes de genou. Et là, tout d'un coup, quelqu'un qui dit, non, non, peut-être pas. Peut-être que les problèmes de genou et la douleur au genou occasionnent des inhibitions musculaires qui amènent plus de pronation. Fait que là, ça prend des études prospectives pour avoir un effet de causalité. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un groupe d'individus, on évalue leur pronation, on les suit pendant 2 ans et on vérifie vraiment si ceux qui ont plus de pronation développent des problèmes de genoux. Et ces études prospectives-là, après ça, quand il y en a une dizaine, une quinzaine, on peut faire une méta-analyse, une revue systématique, toutes mettre les études ensemble et regarder dans quelle mesure ce facteur-là est vraiment un facteur de risque. Et je le répète, la pronation n'est pas un facteur de risque sur les pathologies de l'appareil locomoteur. Lorsque c'est étudié avec le bon type d'études, comme tu dis, parce que le corrélationnel a sa place, dans le sens que tu ne feras pas des études de causalité parce que c'est logistiquement puis pas mal plus compliqué à faire. Tu vas t'assurer qu'il y a une certaine relation avant de pousser cette relation-là, avant de l'explorer. Tu sais. Mais tu ne peux pas utiliser une étude de corrélation, la torturer puis faire dire des choses qu'elle ne veut pas dire. Tu sais. Fait que je trouve ça malade. Tu démystifies quelque chose vraiment bien expliqué. Sérieusement, ce phénomène-là, dans ton domaine à toi, je trouve que tu l'as vraiment, vraiment très bien expliqué. Je trouve ça très cool. Puis cette affaire-là, est-ce qu'on avait fini sur la pronation puis toute l'idée un peu de tout? On pourrait en parler pendant 1 heure, mais je pense que ceux qui écoutent ton podcast vont avoir envie de parler d'autre chose. Oui, à un moment donné, mais cette idée-là est vraiment intéressante. Tu sais, j'aime beaucoup le marché va te pousser dans une certaine direction. Tu sais, puis c'est vrai qu'on va voir ça dans toutes les sphères, dans le sens que
On vit dans un système capitaliste, là, guys, que ça vous plaise ou Ouais. pas. T'sais. Fait qu'à un moment donné, il va falloir. Pour mettre des chiffres un peu là-dessus, il faut savoir que l'industrie de la chaussure de sport, c'est une industrie d'à peu près 84 à 100 milliards de dollars par année. Voyons donc, tant que ça. Ouais, tant que ça. OK. Puis quand on prend la chaussure de course à pied, c'est une bonne proportion quand même de ce 84 à 100 milliards par année. Fait que, tu sais, en fait, moi, je n'ai rien contre le capitalisme, là, mais mon point, en fin de compte, c'est que on vit dans un monde problématique actuellement où on a l'industrie de la chaussure, les équipementiers, le Nike et Adidas qui fabriquent des chaussures, qui actuellement nous poussent des chaussures qui sont hyper technologiques. Il y a une course à la technologie, il y a une course à la particularité, la course à la nouveauté, la course à la technologie, la couleur, le tissu, le foam particulier qui va être mis de l'avant cette année. Et en fin de compte, dans cette course à la technologie, bien, les chaussures se complexifient de plus en plus. On est toujours dans le petit truc de plus qui va faire en sorte qu'on va être capable de vendre sa chaussure. Donc, dans cette recherche de différenciation, en fin de compte, il y a une course à la technologie qui fait en sorte que les chaussures sont de plus en plus grosses, de plus en plus rigides. Ils ont de plus en plus de technologies intégrées parce que c'est ça qu'on vend au consommateur. On lui dit, écoute, moi, j'ai ma super... Là, maintenant, la mode, là, c'est les plaques de carbone, c'est les super foams qui sont plus résilients, qui refont en sorte que le corps rebondit sur le foam plutôt que d'être trop amorti pour être plus performant. Fait que, tu sais, toutes ces affaires-là sont mises de plus en plus de l'avant. Et moi, je n'ai rien contre l'innovation technologique pour essayer d'avancer, pour essayer de trouver des choses particulières. Mais là, on est vraiment dans une réflexion où c'est quoi que je peux faire pour vendre mon produit au plus de monde possible et valoriser mon produit. Faire en sorte que mon produit se différencie de la compétition pour que les gens achètent le mien plutôt que le leur. Tu sais, c'est ça le système capitaliste. Là. Puis, tu sais, dans ce système-là, ben, moi, je n'ai pas trop de problèmes. Le problème que j'ai, c'est que cette même entité qui produit la technologie, qui est l'équipementier, qui est Nike, qui est Adidas, ont des représentants qui vont dans toutes les boutiques de sport et qui, en fin de compte, vendent leurs chaussures aux magasins sportifs et qui éduquent en plus les personnes qui vendent ces chaussures-là aux consommateurs. Et il y a une belle étude qui est sortie cette année où on a posé des questions aux détaillants de chaussures, les conseillers de chaussures là, qui sont là, et bon nombre de personnes vont les voir pour avoir des conseils sur les blessures et sur quelles chaussures il faut porter pour ça. Eux considèrent qu'ils sont largement suffisamment formés pour pouvoir donner des bons conseils et leur formation vient principalement des équipementiers directement, c'est-à-dire des marques. Donc, on est dans un système qui est, je ne veux pas utiliser le mot corrompu, qui est complètement biaisé. Et en fin de compte, si quelqu'un ne se réveille pas en disant « OK, là, je suis en train de donner des conseils à mon client qui est en avant de moi sur la chaussure, puis là, j'y explique qu'il a besoin d'amorti pour ses problèmes de genoux, parce qu'il y a de l'arthrose au niveau du genou, ben, ça serait quand même intéressant de savoir que la science a montré de façon claire et unanime que plus tu as de l'amorti dans les chaussures, plus tu stresses ton genou, puis plus tu stresses ton genou, plus il y a de chances que tu développes de l'arthrose ou que tu aies des problématiques quelconques. Donc, si tu as mal au genou, clairement, il y a plusieurs études qui montrent que si tu as des chaussures plus minimalistes, tu vas réduire le stress au niveau du genou. C'est contre-intuitif. C'est effectivement le contraire de ce qu'on nous a raconté depuis des années et des années. Mais ça serait bien qu'à un moment donné, le conseiller de chaussures, celui qui est le premier en contact avec le patient, avec le client, soit capable de divulguer de l'information qui est scientifiquement validée et non pas de l'information biaisée qui vient de la même personne, du même groupe qui vend la chaussure et qui en tire profit de cette chaussure. Non, c'est clair que tu as un biais phénoménal à faire ça. Ça, c'est sûr que oui. C'est intéressant comme idée. Là, la question, ça me brûle les lèvres, je suis vraiment curieux parce que c'est définitivement un sujet qui t'allume beaucoup. Ça va être touché personnellement. Puis je pense que tu t'es fait beaucoup connaître à parler de ça. Tu sais, ça te fired up de parler de ça. Comment est-ce que toi, t'es tombé là-dedans, soulier minimaliste? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'imagine que t'as été un maximaliste, tu as été dans l'autre clan, tu étais dans l'autre gang, toi, avant. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu es tombé là-dedans? Ben, j'ai été dans l'autre gang parce que 100% des gens étaient dans l'autre gang. Là. C'est ça, juste, ça n'existait pas. Là, fait que moi, je fais mon cours en physio à l'Université Laval, à la faculté de médecine. Tu sors comme physio, puis là, 50% de ton caseload, c'est des coureurs qui viennent te voir. Moi, depuis le début de ma pratique, ça fait 22 ans que je pratique. Et depuis 22 ans, plus que la moitié de ma clientèle, c'est des coureurs.
OK. Donc, sur toute en fait, parce que moi, je courais avec le Rougeard à l'université. Après ça, je courais avec l'Université Laval civile. Mais j'étais en contact avec des coureurs. J'étais un coureur moi-même qui a toujours été mauvais, mais qui était passionné de course. Puis quand je suis devenu physio, ben, finalement, je traitais des coureurs. J'ai commencé à donner des conférences, puis après ça, des cours aux professionnels et je me suis spécialisé en course à pied. Fait que moi, au début de ma pratique, là, puis quand j'étais à l'université, là, ben, c'était pas compliqué. On allait faire nos intervalles sur les plaines dans la saison de cross-country. On courait avec des grosses godasses pour se rendre aux plaines. On faisait quelques kilomètres pour y aller. Puis quand on arrivait aux plaines, on faisait nos intervalles avec des spikes. OK. Puis après ça, on était tellement démolis d'avoir fait nos intervalles avec nos spikes que là, on disait, là, les spikes, ça blesse. Fait que là, il va falloir qu'on garde nos grosses chaussures amortissantes et protectrices pour ne pas se blesser plus longtemps. Et à un moment donné, dans la saison, ben, on portait les spikes de moins en moins. Puis au final, ben, on les portait juste en compétition. Puis là, on faisait une compétition. On ressortait des compés, on était complètement démolis. Ça prenait 3-4 jours à s'en remettre plutôt que pouvoir enchaîner des entraînements parce qu'on n'était tellement pas habitués. Plus tard, là, je suis devenu physio et là, j'ai commencé à penser un peu différemment. Tu sais, quand tu as une tendinite d'Achille aiguë, tu te reposes, tu la protèges. Mais la majorité des tendinopathies qu'on voit dans notre vie, quand quelqu'un arrive avec une douleur au tendon d'Achille qui date de plusieurs semaines, bien là, la meilleure thérapeutique, ce n'est pas de la protéger, c'est de la stimuler, c'est de la stresser, c'est de donner des exercices pour faire en sorte que ce tendon-là s'adapte et se solidifie. Et là, dans cette vision de il faut arrêter de protéger, il faut adapter, il faut arrêter de protéger la structure, mais il faut la stimuler. Ben, dans la vision de stimuler, je me disais, ben, pourquoi qu'on porte toujours nos grosses chaussures qui sont soi-disant protectrices? Ouais. Tu sais, je m'en vais au gym, je fais de la muscu, là, je stresse mes genoux au bout, je fais du deadlift, puis là, je stresse mon dos, puis mes fessiers, puis mes hanches, puis tout ça. Puis là, je mets mes pieds dans une belle grosse chaussure protectrice, puis je m'assure de surtout pas être pieds nus parce que c'est trop stressant, puis en chaussure minimaliste parce que c'est trop stressant. Et là, en fin de compte, je protège mon pied continuellement et pour moi, ça faisait pas de sens. Fait que en fin de compte, la physiothérapie m'a amené à réfléchir un peu différemment. Ouais. Et là, j'ai commencé à coacher après ça David Gill. On était un groupe de coachs autour de lui. Puis moi, je m'occupais plus de ses blessures, les pré-saisons, etc. Puis dans cette vision-là, en fin de compte, ce qu'on a commencé à faire, c'est de dire, OK, on va porter davantage nos spikes. Plutôt que d'arriver l'automne aux plaines, là, puis pas être capable de les porter, là, pourquoi on ne les porterait pas petit à petit, graduellement? Puis là, on va les porter de plus en plus. Puis quand on va arriver à la saison de cross, là, on va faire 60% de tous nos entraînements avec les spikes. Fait qu'on va tellement être adapté aux spikes qu'on va être super solide dans ces chaussures-là. Puis en plus, c'est nos chaussures de compétition. Fait que tu es tellement bien adapté dedans que finalement, cette chaussure-là, elle ne te nuit pas. Tu es super bien adapté. Tu n'es pas raqué du mollet le lendemain parce que tu as porté des spikes. Tu es tellement bien adapté que voilà. Donc, c'est là que ça a commencé à changer le paradigme, que j'ai commencé à me poser un peu plus de questions et que finalement, dans le temps, on ne parlait pas de minimalisme. Je disais, écoute, il faut s'entraîner davantage en racer, des chaussures de compétition, des chaussures plus minimalistes, dans l'objectif, en fin de compte, d'adapter son corps, le solidifier, le rendre plus tolérant. Et c'est plus tard qu'est arrivé toutes les études sur la biomécanique qui montraient en fin de compte que les grosses chaussures avaient aussi un effet d'altération de la biomécanique qui faisait en sorte qu'on courait avec des plus grandes forces d'impact, avec une plus grande attaque talon, avec une cadence plus lente et que la grosse chaussure maximaliste traditionnelle avait des influences sur la biomécanique qui n'étaient pas en phase avec la prévention des blessures. Et là, on a commencé à parler de chaussures minimalistes avec le terme minimaliste, même si on parlait de racer avant, puis c'est la même chose, hein, une chaussure minimaliste ou un racer, là, ouais, c'est pas vrai ça. Ouais. C'est la même affaire. Tu n'as pas besoin d'avoir un fit anatomique pour appeler ça minimaliste. Là. Fait que là, après ça, est arrivé les chaussures minimalistes et la tendance, les fameux five fingers. Et là, tranquillement, ben, il y a eu un shifting qui s'est fait en accéléré. Puis là, ben, c'était même une certaine mode populaire à travers tout ça. Je serais curieux de savoir c'est quoi ton opinion sur les Five Fingers, je te dirais. Parce que, encore là, ben non, c'est quoi ton opinion sur les Five Fingers? Tout le monde a déjà vu ça. Là. Tout le monde a déjà vu l'espèce de soulier dans lequel. Comment tu décris ça? C'est un gant, entre guillemets, pour tes souliers. 5 doigts d'orteil, ouais. C'est ça, 5 doigts d'orteil. Et voilà, très bien expliqué. Ouais. C'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, en fin de compte, l'idée est géniale. Il faut savoir qu'avant qu'on sorte le Five Finger, on avait travaillé sur une chaussure avec François Thériault-Proulx, David Gill. En fin de compte, on avait travaillé sur une chaussure, un prototype, puis finalement, ben,
On n'a jamais été de l'avant, on avait fait un peu de bricolage, on avait réfléchi, on avait tout fait une structure autour de ça. Et ça a pris, je pense, 2 ans plus tard, Five Finger sortait sa chaussure. Et la nôtre avait pas 5 doigts d'orteil, mais il y avait des unités fonctionnelles où on dissociait le gros orteil des autres orteils, puis il y avait 2-3 affaires intéressantes. Et l'idée, en fin de compte, c'est de donner de la liberté au pied. C'est de faire en sorte, le pied, là, quand il court, là, il y a besoin d'évasion des orteils, il bouge ses orteils indépendamment. Le gros orteil se tend en extension plus que les autres orteils avant l'atterrissage pour tendre le fascia plantaire. Il y a toute une mécanique pour laquelle on a évolué pendant des millions d'années à courir pieds nus, qui maintenant est un petit peu, je dirais, altérée par une chaussette compressive, une chaussure qui empêche le pied de bouger optimalement. Et je pense que le fitting actuellement des chaussures modernes est une des causes principales, je vais dire la cause principale de la déformation des orteils actuels. Donc, si tu me parles des Five Finger, moi, je trouve ça génial, le concept des 5 doigts d'orteil qui sont indépendants et qui peuvent se mobiliser les uns avec les autres. Après, les Five Finger ont été des chaussures qui ont des indices minimalistes entre 90 et 100 %, donc sont ultra minimalistes. Donc, la seule chose, même si c'est génial, d'abord, il y en a qui ne trouvent pas ça beau, mais en dehors de ça, il faut être juste très graduel quand on est un adapté aux chaussures maximalistes traditionnelles, parce que le différentiel entre la chaussure actuelle moderne et le Five Finger est tellement grand que si la transition est trop rapide, on se blesse. Parce que pour t'avoir vu souvent souvent, pas des dizaines de fois, mais pour t'avoir vu quand même une couple de fois dans des courses, toi, tu t'es jamais vu avec des Five Fingers, je t'ai souvent vu avec des souliers assez minimalistes, mais je t'ai jamais vu avec des Five Fingers, fait que je trouvais ça quand même intéressant comme point. Je t'ai vu courir aussi, on était dans des courses, des fois tu m'as toujours shifté à chaque fois, mais tu sais, on a été dans des courses ensemble, puis t'avais jamais de Five Fingers, puis j'avais tout le temps un certain préjugé, je me disais, hey, c'est le gars des minimalistes, pourquoi il n'y a pas ces Five Fingers, tu sais? Fait que je trouvais ça quand même intéressant comme tu l'amènes. Ben, tu sais, là, tu parles le minimaliste, le Five Finger. En fin de compte, le minimaliste et le maximaliste, c'est un continuum entre 0% minimaliste à 100% minimaliste. Les Five Finger, on s'approche du 100%. Moi, je cours avec du 70% à peu près depuis des années. Et la chaussure traditionnelle moderne, actuellement, a une moyenne entre 10 et 20%. Okay. Puis le pourcentage de minimalisme, va-tu être optimal selon la personne? Mettons, est-ce que naturellement, tous les humains tendraient vers un 100%, mais que là, étant donné une modification biomécanique, étant donné tout ce que tu as expliqué tantôt, on tendrait vers des variations individuelles ou y aurait-il quelque chose à ce niveau-là? Bien, en fin de compte, il y a très peu de personnes qui ne pourraient pas s'adapter à être totalement pieds nus dans la vie de tous les jours, peu importe les surfaces des affaires. C'est très social actuellement. La raison pour laquelle on n'est pas pieds nus, c'est d'abord et avant tout social. C'est-à-dire que nos enfants, on va les habituer à avoir des chaussures. Très jeunes, on va leur mettre des petits bottillons qui sont très rigides, avec des supports calcanéens, avec des petites bottines plus hautes. Il y a même une forme d'arche quand le pied de l'enfant est tout plat en plus. Il ne marche même pas, on y met des chaussures dans les pieds. Okay? C'est vrai. Là, après ça, il va commencer à aller à l'école, puis là, il va aller à l'école, puis il va avoir des chaussures modernes, traditionnelles, des chaussures maximalistes, même en bas âge. Et il va s'adapter tellement à ça que finalement, il ne sera plus capable de revenir en arrière ou difficilement, ou sinon, il faudrait vraiment qu'il aille très graduellement. Mais à ta question, là, est-ce qu'on est toutes faites pour être pieds nus puis pour avoir cette capacité d'adaptation au niveau? Certainement. Il y a très, très peu de gens actuellement, vraiment des cas pathologiques très précis, à qui je dirais, écoute, toi, ce n'est pas une bonne idée d'aller vers du pied nu. Donc, si toi, tu me dis, moi, j'aimerais ça faire un marathon pieds nus dans 2 ans, je te regarde, là, tu es jeune, là, ben, dans 2 ans, tu peux faire un marathon pieds nus. OK, c'est si pas long que ça, s'adapter. Sur faire un marathon pieds nus, quand on est jeune comme toi, c'est très rapide, là. Okay. Très rapide, relativement. Là. On parle de plusieurs mois, bien évidemment, mais c'est possible. Ouais. Okay. Et là, après ça, on peut aller plus loin que ça. Moi, j'en connais qui se sont mis à courir pieds nus et qui ont fait des 10 km l'hiver dehors, dans la neige, pieds nus. Et qui font des cross-country. Il y en a un qui est venu faire notre trail cross-country 10 km pieds nus. Puis, il est plus rapide que moi, là. Il ne traîne pas, là. Fait que, je ne sais pas si c'est optimal au niveau performance. D'avoir un certain degré de protection nous permet de dévaler peut-être plus rapide les pentes, mais surtout chez les personnes non adaptées. Parce que si tu prends quelqu'un qui est vraiment pleinement adapté aux pieds nus, il peut vraiment aller à haute vitesse et être totalement adapté. Les personnes développent un derme beaucoup plus résistant, ils développent un pied beaucoup plus fort, ils développent une sensibilité au sol qui leur permet de décharger quand tout d'un coup ils arrivent sur quelque chose qui pourrait les ponctionner ou pourrait les blesser. Et donc, ils vont charger minimalement.
et ils vont développer des comportements de modération d'impact, des manières de courir qui vont faire en sorte qu'ils vont courir très en légèreté, contrairement à avoir une chaussure qui enlève l'ensemble de ces sensations, qui va faire en sorte que l'individu va taper au sol beaucoup plus fort. C'est ça le problème souvent. C'est possible. Excuse-moi, ouais, je suis désolé. C'est souvent ça le problème lorsqu'il y a une transition qui est trop rapide. Corrige-moi si je me trompe, lorsqu'on passe de maximaliste vers plus minimaliste. C'est l'idée que la structure autour, c'est pas adapté parce qu'en effet, le stress est plus grand, comme tu le dis. C'est pas nécessairement. J'ai adoré ta philosophie de tantôt. J'ai trouvé ça très, très hot, la façon que tu as expliqué. Tu as dit la base de l'entraînement, c'est la fameuse surcharge progressive. Ça, c'est indépendamment de ton sport, indépendamment de ce que tu fais. C'est l'idée que tu veux rendre tes structures plus résilientes, plus fortes, tu vas augmenter leur capacité à tolérer du stress. Ouais. Sauf en course à pied. Exact. Ça s'applique à tout, sauf à la course à pied. Tu sais. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ce que tu as dit à ce niveau-là. Tu sais. Puis, qu'est-ce que tu allais dire, excuse-moi? En fait, compte, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, la problématique, c'est qu'anciennement, on disait on va mettre de l'amorti pour prévenir le stress sur l'ensemble du squelette. Mais là, les études qui ont été publiées, puis il y en a beaucoup, montrent tous la même chose. Quand tu mets une chaussure très protectrice, plus amortissante, avec un talon plus élevé, plus de rigidité, là, un indice minimaliste plus bas, une chaussure plus maximaliste, tu protèges le pied, tu réduis le stress sur le pied, le tendon d'Achille, le mollet. Mais tu augmentes le stress sur le genou, la hanche et le dos. Donc, tu ne protèges pas l'ensemble de ton corps parce que cette chaussure-là va induire des biomécaniques qui sont beaucoup plus stressantes pour le genou, la hanche et le dos. Quand quelqu'un fait une migration trop rapide d'une chaussure traditionnelle maximaliste vers une chaussure plus minimaliste, elle augmente le risque de se blesser toujours aux mêmes places. Le pied, le tendon d'Achille, le mollet. Fait que, et je dis souvent aux coureurs, si tu te blesses à cause d'une chaussure minimaliste, ce n'est pas de la faute de la chaussure minimaliste. C'est la faute de la chaussure maximaliste qui t'a déconditionné pendant des années, qui a rendu tes tissus tellement fragiles qu'ils ne tolèrent plus de porter moins de protection comme la chaussure minimaliste. Moi, j'ai déjà géré des patients qui viennent me voir pour dire « Je ne suis pas capable de prendre ma douche pieds nus, j'ai trop mal aux pieds. » Puis là, je dis « OK, mais comment ça se fait? » Puis là, je regarde leur historique. Ils ont commencé à avoir un petit problème, puis là, on les a protégés, plus d'amortis, une orthèse numéro 1, puis après ça, une orthèse numéro 2, puis une autre orthèse encore plus grosse, plus amortissante, plus protectrice, encore plus d'amortis. Et dans cette cascade à la protection, on a continué de déconditionner leurs pieds de façon tellement importante qu'à un moment donné, ils deviennent totalement intolérantes à même être pieds nus. Alors, cette personne-là qui vient me voir prenait sa douche en gougoune molle parce qu'elle ne tolérait plus d'être pieds nus dans la douche. On a un problème. Quel a été le traitement de choix de cette personne-là? C'est lui dire, écoute, on va commencer par marcher des 15 secondes pieds nus dans la maison. Puis on va monter à 30, puis à 1 minute, puis à 2 minutes, puis à 5 minutes. Et on va augmenter ta tolérance graduellement par exposition graduelle. On va stresser ton pied nu, on va stresser ton pied qui est nu pour stresser tes tissus et enlever les modalités de protection autour de elle. Et cette personne-là est passée de « je ne peux pas marcher pieds nus dans ma douche » à « je suis capable de courir 10 km en chaussures minimalistes et à être pieds nus tout le reste de la journée si je voulais. » Sans douleur. Parce qu'elle devait être consultée pour une douleur, j'imagine. Exactement, sans douleur. Et en fin de compte, des histoires comme ça, j'en ai plein. Et le paradigme en physiothérapie actuellement, et les physiothérapeutes commencent à vraiment le comprendre. Et je te dirais que les personnes qui sont plus en activité physique, kinésiologie, etc., l'ont compris depuis bien longtemps. Le corps est une machine d'adaptation. Il suffit de le stresser dans le bon dosage pour faire en sorte qu'il y ait une réponse. Tu cours de plus en plus longtemps, tu cours de plus en plus vite, tu t'adaptes ta physiologie, tu es capable de performer de plus en plus. Sur la prévention des blessures, c'est aussi simple, mais c'est au niveau tissulaire et mécanique. Tu stresses dessus, tu les solidifies, tu augmentes leur tolérance et tu es capable d'en prendre de plus en plus. C'est vraiment malade comme façon. Là, on jase. Question sociétale. Tu as l'air d'un gars qui aime ça, les questions sociétales. Est-ce que je peux te poser une question sociétale? J'ai aucun tabou. Vas-y. Comme il est prêt, là. Il y a quand même beaucoup de blessures. Le pied, on jase purement. Je connais ça vraiment moins que toi. Fait que si jamais il y a n'importe quoi, n'hésite pas à me corriger ou à relancer n'importe quoi. Ouais. On a souvent, je pense, négligé beaucoup l'importance du pied dans je ne vais pas dire l'entraînement ou j'irais peut-être au sens large dans le domaine de la santé ou la médecine plus traditionnelle. On a souvent négligé beaucoup le pied dans son rôle. Tu sais, même dans beaucoup de cas de blessures, on blâmait tout le temps le genou, on blâmait la hanche, on blâmait telle affaire. Puis le phénomène que tu as illustré dans les dernières années, je pense, est mesurable puis est réel. Il y a définitivement une protection du pied, pas mal plus qu'une protection des mains jusqu'à un certain niveau. Tu sais. Fait est-ce que tu penses qu'il y a des pathologies ou des problèmes
modernes qui sont associées au fait, ou des blessures carrément fréquentes qui sont associées au fait qu'on surprotège le pied, pas juste dans une optique de course à pied. Oui, certainement. Les pathologies telles la fasciapathie plantaire, les fasciites, les aponevrosites, les métatarsalgies, les tendinopathies achilléennes sont des pathologies presque inexistantes dans les populations qui sont toujours pieds nus. En fait, tout est une question d'adaptation. C'est des pathologies d'hommes modernes. Les hallux valgus, les déformations des orteils, c'est des pathologies de confinement de chaussures. Dans la chaussure, les orteils n'ont pas la place, ils se font squeezer puis ils se déforment. Il y a plein de pathologies d'hommes modernes au niveau du pied, effectivement, qui viennent de la chaussure, qui est la seule partie de notre corps dans laquelle on a un environnement continuel. Dans notre fonction, quand on bouge, quand on fait des affaires, là, on n'a pas toujours une genouillère ou quelque chose au coude qui nous entoure le coude, là, mais on a toujours quelque chose autour du pied. Donc oui, effectivement, c'est un problème. La métaphore est hot, ouais, j'aime comment tu t'expliques. Puis là, tu sais, effectivement, on a rendu un peu notre pied motomorone, là, tu sais, il est plus capable de... Il tolère plus trop l'environnement, il tolère plus trop les petits cailloux, il a perdu aussi du sens proprioceptif, il est plus capable de bien s'adapter à l'environnement, il a perdu de façon importante la force des muscles intrinsèques du pied, là, on le voit vraiment dans les populations chaussées versus les populations pieds nus. C'est deux mondes complètement différents, là. Le pied de celui qui est plus pieds nus, le pied de celui qui porte plus de chaussures minimalistes est plus musclé, il est plus fort, il est plus tolérant. On fait même des corrélations, encore une fois directes, entre les pathologies de pied et la volumétrie de la musculature du pied. Donc, les pieds plus solides, plus musclés, ont tendance à être associés à moins de douleur. Donc, oui, effectivement. Là, la question que tu poses, on peut revenir en arrière. Comment ça se fait qu'on a des chaussures, tu sais? Ouais. La plus vieille chaussure qu'on connaît actuellement a 5500 ans. C'est une petite chaussure de cuirette qu'on a trouvée dans une grotte d'Arménie. Mais on pense qu'on a des chaussures depuis 20, 30, peut-être même 40 000 ans. Des sandales plus de plantes tressées, là. Et l'objectif initial de l'être humain était de se protéger contre deux facteurs. Le froid et les surfaces abrasives, les surfaces potentiellement blessantes. Et comme on est super intelligent, on a réussi à fabriquer des affaires pour se protéger. Mais ces deux protections-là, jusqu'en 1960, 1970, la chaussure pour le commun des mortels, si ce n'était pas un aspect social pour se grandir parce qu'on était le roi ou etc., avait un rôle uniquement sur le froid et les surfaces dangereuses. C'était le rôle de la chaussure. Puis après ça, on y a mis un talon parce que les cavaliers, en fin de compte, s'assuraient d'avoir quelque chose qui bloque sur le rétreint. Mais en fait, ça fait à peine 40-50 ans là, que ça a complètement dégénéré. Il y a 50 ans, là, la chaussure de jogging a dégénéré complètement. Et là, ça a commencé à grossir. On a rajouté de la technologie. On a surintellectualisé le concept. On a commencé à contrôler la pronation qu'on pensait un problème. On a mis de l'amorti pour réduire les chocs sur le squelette. On a élevé le drop pour réduire le stress sur le tendon d'Achille. Et on a fait actuellement un monstre technologique que si je jase avec les gens, ils vont me dire, ben non, c'est des chaussures normales. Ben oui, c'est des chaussures normales parce que tout le monde a que ça. Mais ce n'est pas normal d'avoir ces chaussures-là. OK, le terme sur-intellectualisé. Ah mon Dieu, c'est malade ce terme-là. J'ai tellement aimé la façon que tu l'as dit. C'est vrai ça. C'est vrai ça le problème. C'est on amène à un. L'être humain a un besoin de faire des sens puis une illusion de contrôle sur des affaires. On a besoin de croire que c'est de shit, qu'on sait comment ça marche puis que c'est notre technologie, nos affaires, tu sais. Fait que je trouve ça cool que tu arrives avec ce phénomène-là. Ça, je trouve ça très, très nice. Puis tu sais, je viens beaucoup des sports de force. En fait, je suis principalement dans les sports de force. Puis mon trip dans la vie, moi, c'est de faire des liens où est-ce qu'il n'y en a pas, ou de pousser des affaires un peu trop loin. Puis dans les sports de force, on a souvent des souliers de lifting, là, des souliers d'haltérophilie, où est-ce que tu as un talon puis une semelle très, très rigide. Puis c'est vraiment, vraiment pas confortable, là. Moi, j'aime vraiment pas ça personnellement, là. Mais ça l'aide quand même quand tu as des problèmes de flexibilité de hanche. Tu es dans une meilleure position pour squatter. Parce que je t'expliquerai pas ça, tu sais ces affaires-là. Là. Mais bref, c'est comme vraiment une convention sociale du sport. Tu sais, quand tu travailles là, beaucoup de... On te demande aussi une gestuelle précise avec une technique particulière dans laquelle il faut que tu rentres. Fait que si moi, je n'ai pas ma flexibilité de flexion dorsale de cheville, je ne suis pas capable de soulever aussi lourd que si tu mets un petit talon surélevé. Là, si je mets une petite plate en dessous de mes talons. Là, mais le truc qui est vraiment intéressant, c'est quand tu pousses ça à un très haut niveau, puis tu le pousses vraiment à un extrême très précis, puis tu travailles avec des thérapeutes qui sont vraiment spécialisés avec des athlètes de force. Une des premières choses qu'ils font, c'est « Alright, ôte tes souliers, squat sans tes souliers. » Puis après ça, c'est là que tu vois, tu sais, c'est exactement le même discours que tu as, tu sais.
c'est que de retirer la protection, ça va permettre au monde de vraiment spotter la faiblesse. Tu sais. Puis c'est un concept qui est super connu en force, mais que dans ton monde à toi, quand toi t'es arrivé avec ça, c'était groundbreaking, tu sais. Fait que je trouve ça malade comment t'amènes, puis toute cette idée-là. Là. Oui. Tu sais, je te parle d'hyper-intellectualisation, là, mais la médecine actuellement, dans son ensemble, puis j'inclus la physiothérapie, la chiropratie, la médecine du sport, la médecine générale, on est dans un monde, et là, on le réalise, ces années-ci, là, on le réalise, puis on tend à changer un peu, mais on est encore trop dedans. On est dans un monde d'hyper-médicalisation, d'hyper-investigation. On fait des investigations de résonance magnétique pour plein d'affaires qui ne servent absolument à rien. D'hyper-traitement, on surtraite nos patients, on fait des chirurgies de ménisque qui ne servent à rien, on fait des chirurgies d'épaule qui ne servent à rien, on fait des infiltrations de cortisone qui sont néfastes, qui sont pour beaucoup de patients inappropriées. En physiothérapie, on va faire des thérapeutiques qui servent parfois à rien de façon trop répétée. Même affaire pour la chiro, même affaire pour les orthèses en podiatrie. Là, je peux mettre tout le monde dans le même paquet. On est dans un monde d'hyper-médicalisation, d'hyper-traitement, d'hyper-investigation. Et tout ça dans ce concept d'hyper-intellectualisation. On se croit tellement plus intelligent qu'on invente des choses, en fin de compte, pour faire des corrections, faire des choses quand... actuellement, quand on plonge dans la science de façon un peu plus rigoureuse, on réalise qu'il y a plein d'affaires qu'on a faites et qu'on fait encore qui ne font pas de sens. Ouais, c'est clair. Puis, cette idée-là est vraiment, vraiment intéressante, comme tu le dis. Là, j'ai une autre question pour toi. On était censé parler d'erreurs communes de course à pied. Alors, on est parti depuis déjà 40 minutes. Je ne regrette rien. La conversation a vraiment, vraiment été super intéressante. Pour ceux qui écoutent, il est 10 heures le soir en ce moment. Blaise a une journée vraiment... Tu avais une journée assez remplie, tu as beaucoup d'affaires, tu es impliqué dans 6000 projets, tu étais un conférencier international avant, mais tu es encore un conférencier international, mais tu sais, tu as donné des conférences à l'étranger, puis tu prends le temps de faire le podcast, fait que j'apprécie énormément, on n'abusera pas de son temps, mais j'ai une question pour toi, avant d'y aller, si tu me permets. Vas-y. Tu as une obsession pour la course à pied, c'est une grosse partie qui t'es, tu n'as jamais été un bon athlète, que tu as dit tantôt. Ouais. Pourquoi la course à pied? Oh, ça c'est intéressant. Écoute, la première fois que j'ai fait un jogging, okay, que je suis parti à la course, là, parce que là, je te raconte un peu mon histoire, là, mais moi, je suis né en Suisse. J'ai immigré au Lac-Saint-Jean quand j'avais 10 ans. Okay. En Suisse, je vivais dans les montagnes suisses, dans les franches montagnes, et en fin de compte, je vivais dans un petit patelin qui s'appelait Ce. C'était un patelin où il y avait 40 habitants. À l'école, de la première à la 9e année, on était 7. Et moi, on était 3 dans mon année. Il y avait une personne dans l'année qui suivait, puis il y avait 3 années de libre et il n'y avait personne, puis on était tous dans la même classe. Okay? Ouais. Fait qu'on était vraiment, imagine-toi, dans les montagnes suisses, dans une maison qui avait pas d'eau chaude. Fait qu'on chauffait l'eau sur le poêle pour avoir de l'eau chaude. Les toilettes étaient dehors. On était dans un petit, montagne suisse, imagine ce que tu veux. Et ma grand-mère restait dans la vallée à 7 km de où on était. Ouais. Et à un moment donné, j'avais 7 ans et demi à peu près, puis là, je dis à ma mère, je veux aller voir grand-maman, puis je vais y aller à la course. Et là, ma mère, qui était très libre, j'avais une très grande liberté quand j'étais jeune, et elle m'a dit, OK, il n'y a pas de problème, fait que tu connais le chemin, parce qu'il n'y avait pas 50 000 chemins pour y aller, et je savais exactement où passer. Et je suis parti à la course. Et finalement, on descend. Il y avait plus de descente, puis il y avait 2 km de plan à peu près, mais c'était beaucoup de la descente. Et je me souviens de mon premier jog où pendant 7 km, j'ai jogué. Et là, j'avais chaud, mais j'aimais le feeling, j'aimais l'affaire. Et je suis arrivé chez ma grand-mère. Et à partir de cette journée, j'ai eu une petite piqûre pour la course à pied. Donc, ça m'est déjà arrivé après ça de refaire des petits jogs par-ci, par-là. On a immigré au Québec à l'âge de 10 ans. Et à l'âge de 10 ans, je me valorisais à l'école parce qu'il y avait les Olympiades, puis je gagnais tout le temps le 1000 mètres. Fait que là, après ça, je suis arrivé au secondaire, j'ai fait les cross-country. Je me classais toujours pour aller au championnat provincial. Je finissais toujours sur le podium au niveau régional. Le premier changeait tout le temps, mais moi, je n'étais jamais premier. J'étais tout le temps deuxième à chaque année, puis le premier changeait. Et là, le championnat provincial, c'était souvent à Sherbrooke. C'était 2, 3, 4 heures de bus à partir du Lac-Saint-Jean, dépendamment c'était où. C'était les premières blondes, c'était le fun, c'était tout ça. Et là, après ça, je suis arrivé à l'université. Et là, j'ai couru avec le Rouge et Or. Et là, j'ai refait l'équipe parce que dans le temps, c'était tellement pas fort que j'avais la chance de pouvoir faire l'équipe pour aller au championnat provincial. Et voilà. Donc, j'ai jamais été très bon, mais j'ai eu une passion pour la course à pied qui a commencé de longtemps.
Et je me suis beaucoup blessé à travers ça aussi. Quand j'avais 14 ans, je voulais aller aux Olympiques en marathon. C'est ça que je me demandais, ouais. C'est ça que j'attendais, là. À 14 ans, je voulais aller aux Olympiques en marathon. Moi, j'habitais au Lac-Saint-Jean sur une ferme dans le rang Saint-Isidore. Il n'y avait pas Internet dans ce temps-là, puis nous, on n'avait même pas de télé. Fait que j'avais pris un livre à la bibliothèque et c'était un programme de ski de fond qui était en minutes. Et j'avais commencé à faire ce programme-là. Et je me suis un peu fatigué, je me suis blessé. Et c'est ça qui m'a amené aussi à devenir physio. En fin de compte, la passion pour la course, à être continuellement blessé, en lien avec des physios, fait en sorte que je suis devenu physio. Et là, après ça, ben là, j'ai continué de trouver des solutions, pas juste à mes problèmes, mais aux problèmes des autres. Okay. Vraiment, de toute évidence, tu es un intellectuel. Tu es dans ta tête, tu réfléchis vraiment beaucoup, tu es un gars super sharp. J'ai beaucoup de misère à penser que tu t'es pas demandé pourquoi la course précisément, par contre. Qu'est-ce qui te plaît dans la course? Pourquoi cette passion-là? Qu'est-ce qui t'anime vers ça? Ben, tu sais, quand on me demande c'est quoi pour toi la course à pied, pour moi actuellement, dans ma vie actuelle, la course à pied, c'est là où mes meilleures idées sortent. C'est après avoir fait un jogging où je suis le plus créatif. OK, nice. Et là, c'est en fin de compte une switch, tu sais, dans notre vie de réunion, d'enseignement, de plein d'affaires. On est beaucoup dans de l'opérationnel, on fait des choses, on produit du contenu, on fait des affaires. Puis quand tu t'en vas courir, tu fais le vide. Et c'est là où ton cerveau a plus d'opportunités de réflexion. Fait que moi, en fin de compte, mes meilleures idées sont sorties quand je faisais du jogging. Puis mes moments les plus créatifs, c'est après un jogging. Là, le cerveau est totalement là. Il y a des études qui montrent que pendant une sortie un peu longue, notre QI descend. Puis après ça, il y a un effet de rebond post-entraînement. Et c'est là où je suis tout éveillé. Et c'est là où je suis le plus créatif. Et c'est là où je sors les théories pour écrire, exemple, je ne sais pas, on n'a pas parlé, mais on a le Peace and Love, qu'on a publié un article scientifique sur la gestion des entorses de cheville, on a la quantification du stress mécanique, on a l'indice minimaliste, on a plein de choses qu'on a faites à la clinique du coureur. Et sans la course à pied, l'ensemble de ces théories publiées, véhiculées, enseignées n'auraient pas vu le jour parce que mon cerveau, il était resté dans l'opérationnel, ben, il n'aurait pas fait ça. Voilà. OK, ça, c'est très, très cool. Sérieusement, j'avais jamais entendu cette histoire-là. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. C'est une valeur, si je comprends bien. Une de tes valeurs de vie principales, c'est le dépassement de soi. Puis c'est quelque chose qui te permet de comme, développer ça. C'est tes stéroïdes de ça. C'est ce qui permet de vivre pleinement ça. Genre. Effectivement. Okay, c'est vraiment cool comme façon d'être. Si j'ai besoin de m'éveiller intellectuellement, j'ai 2 recettes. J'ai le chocolat noir maintenant. Avant, c'était le chocolat au lait, mais maintenant, j'essaye de switcher au chocolat noir. Et c'est la course à pied, c'est mes 2 drogues. Ça marche-tu, le switch? Ça se passe-tu bien? C'est difficile. En fait, c'est que j'ai des rechutes assez fréquentes sur le bon chocolat au lait Lindt avec plein de bons gras saturés. Puis, tout en bouche, là, j'avoue que j'ai une faiblesse par rapport à ça. Là, ouais. Parce que la clinique du coureur est au Lac-Beauport, si je ne me trompe pas, à Québec. Alors, les bureaux de la clinique du coureur sont à Lac-Beauport, mais la clinique du coureur, c'est une structure un peu virtuelle, c'est-à-dire qu'on accrédite des cliniques, on a des certifiés un peu partout. On a 43 personnes qui travaillent partout dans le monde. On a une compagnie en France, on en a une au Québec. On est en train d'en partir une en Italie, une aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a des leaders, États-Unis, Italie puis Espagne. On a des leaders là-bas, donc des personnes qui font le développement. Mais on n'a pas de compagnie officielle, tandis qu'en France, on a vraiment une entité légale, fiscale indépendante qui fonctionne. En France, ils donnent 150 cours par année. Là. Donc, cette année, ça va être une année particulière, on s'entend, mais 150 cours par année. Donc, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses qui se font. Puis, ils sont toute une équipe là-bas d'enseignants et de gestionnaires. Ouais. Toujours dans ce désir-là d'aider le monde à mieux courir, de ce que je comprends un peu. Là. Exactement. En fait, on enseigne aux enseignants les bonnes pratiques scientifiques sur la pratique de la course à pied, prévention des blessures, technique de course, choix des chaussures et l'ensemble des questions qu'on connaît autour de la course à pied. Puis la question du Lac-Beauport, par contre, je vais dire, c'est dans le coin de Québec. Puis dans le coin de Québec, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes chocolateries. C'est ça, je veux dire, c'est un piège, ce coin-là, c'est pas optimal. Mais alors, tu connais Pascal le boulanger là, qui fait les meilleures chocolatines que j'ai. Moi, partout où je vais dans le monde, je teste les chocolatines et je n'ai pas encore trouvé de meilleures chocolatines qu'au Lac-Beauport. Pascal le boulanger, c'est magique. Je suis pas mal sûr de ça. C'est-tu lui qui est juste à côté du CrossFit Lac-Beauport? Oui, exactement. OK, ouais, je suis déjà allé. Je sais pas si tu l'entraînes, mais je sais qu'elle te suit et qu'elle t'aime beaucoup, qui est Alexandra Gendron. Oui, je suis allé faire un podcast avec Alex, puis juste à côté, j'étais allé à cette viennoiserie. Ben,
C'est une Ouais. chocolaterie, c'est une boulangerie, je sais pas trop ce que c'est, mais Ouais, c'est plus viennoiserie, boulangerie, ouais. merveilleux. Il y a pas d'autre mot, c'était parfait. Si vous écoutez, on vous aime, puis on vous adore, merci d'exister. Mais tu sais, j'aime vraiment beaucoup ce que tu as dit parce que Je veux juste préciser, je ne suis pas commandité par la boulangerie. OK? J'ai aucun biais commercial, ni relatif à la chaussure, ni relatif aux chocolatines. si jamais tu viens à Trois-Rivières puis que tu passes dans le coin puis que tu donnes une conférence, n'importe quoi dans le coin, le panetier. Oui. T'es déjà allé? Ok, bon, je Non, pense mais avoir. je suis sûr que j'ai déjà été parce que je les ai tous testés, mais je prends en note. Je vais réexplorer pour être sûr de bien me faire ouais, le goût. Mais j'ai beaucoup aimé comment est-ce que tu as terminé avant qu'on parte sur notre trip de gourmandise, vraiment, avec. Tu as vraiment un job d'enseignement sur comment mieux courir, puis tu le formules vraiment dans ce sens-là, puis particulièrement dans le climat actuel, avec la pandémie, mais il y a beaucoup de monde qui se sont tournés beaucoup vers la course à pied, tu sais, parce que ça devient beaucoup plus accessible, les gyms sont fermés, puis là, les gyms vont-tu rouvrir dans les prochains mois? Qui sait, réalistiquement non. Fait que, tu sais, on se ramasse beaucoup dans toute cette histoire-là de beaucoup de monde vont tendre vers la course à pied sans être plus ou moins préparés, sans être plus ou moins éduqués. Puis je pense que la clinique du coureur offre définitivement des ressources qui sont vraiment, vraiment adaptées. Puis j'invite tout le monde à aller faire un tour là-dessus. Moi, ça m'a beaucoup aidé quand je courais. Puis je pense que ce que tu fais a énormément de valeur aussi. Fait que j'invite beaucoup les gens d'aller le voir s'ils ont des questions. Où est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils ont des questions ou s'ils veulent en connaître plus sur la clinique du coureur? Ben d'abord, il y a lacliniqueducoureur.com, là, où c'est notre site web, il y a plein d'informations gratuites. Il y a vraiment, vous allez vous y perdre, c'est-à-dire que vous pouvez passer un mois là, pour chercher de la théorie puis vous éduquer par rapport à ça, avec beaucoup, beaucoup de contenu gratuit. Notre canal YouTube, notre Facebook. Avec moi, si vous voulez chatter, je suis plus Twitter. Là, on est plus dans les échanges scientifiques et les échanges de théorie. Donc, Twitter est pour moi un bon médium. Facebook, j'ai perdu le fil, là, j'arrive pas à faire le suivi, là, fait qu'il y a trop de. J'ai explosé mon nombre d'amis que j'ai le droit d'avoir, puis bref, j'arrive pas à suivre. Mais Twitter, j'arrive quand même encore à être assez actif. Twitter, Voilà. fait que si vous voulez parler à Blaise Dubois, c'est sur Twitter que ça se passe. C'est parfait, ça. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Si jamais, merci, j'apprécie énormément que tu aies pris le temps, sérieusement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la clinique du coureur. Si vous avez des questions sur le podcast, c'est n'importe quoi. Si vous écoutez et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. La majorité des gens qui écoutent ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à nous laisser un petit review positif, 5 étoiles. Ça fait une énorme différence. Si vous avez des questions pour moi, des suggestions, c'est n'importe quoi sur le podcast. N'hésitez pas à m'écrire, Alexandre Bus, Facebook. Instagram, Momentum HB, Facebook, Instagram pour toutes vos questions. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Merci beaucoup tout le monde.